Bienvenue sur l'Espoir africain de l'Agora, une émission bimensuelle sur l'actualité africaine. Nous commençons tout de suite cette troisième édition de l'émission avec la motion de censure qui a visé le président sud-africain Jacob Zuma. En effet, le mandat de Jacob Zuma s'est vu taché par de nombreux scandales de corruption, et ce particulièrement les derniers avec la famille Gupta. Le président, qui est très proche de cette famille milliardaire d'origine indienne, les aurait aidés de différentes manières à avoir accès à des entreprises, usant et abusant de son pouvoir de chef de l'État. C'est pour cela que le parti d'opposition l'Alliance démocratique a demandé un vote de l'Assemblée nationale vis-à-vis de la destitution possible du président. Celle-ci est la quatrième qui vise le président sud-africain Jacob Zuma et c'est la première à se dérouler à bulletin secret. Malheureusement pour l'opposition, la majorité du parti du président à l'Assemblée, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a permis de faire échouer une nouvelle fois cette motion de censure. En effet, sur les 400 députés qui composent l'Assemblée nationale, 177 ont voté pour la destitution de Jacob Zuma, tandis que 198 ont voté contre et que 9 se sont abstenus. Toutefois, il ne faut pas voir dans le maintien au pouvoir du président Jacob Zuma une victoire du parti l'ANC. C'est d'ailleurs pour de nombreux observateurs internationaux exactement le contraire. Avec toutes les histoires de corruption qui ont entaché l'image du président, le parti de l'ANC a subi de fortes défaites lors des dernières élections locales, perdant notamment le contrôle de villes bastions de l'ANC, telles que Pretoria, la capitale, Port Elizabeth et Johannesburg. De plus, l'ANC commence à perdre ses soutiens. Lors de la dernière motion de censure, le Parti communiste sud-africain, traditionnellement allié à l'ANC, a engagé ses membres à voter pour la destitution de Jacob Zuma. Pour beaucoup d'analystes, en refusant de voter contre Jacob Zuma, l'ANC risque de perdre les prochaines élections présidentielles, ce qui serait la première fois en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. Les élections générales au Kenya, qui se sont tenues le 8 août dernier, ont été suivies avec une attention particulière en Afrique et dans le monde. Lors de ces élections, le président sortant Uhuru Kenyatta, fils du leader indépendantiste Jomo Kenyatta, faisait face à Raila Odinga, opposant historique, qui se représente pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Toutefois, le déroulement de ces élections a été extrêmement tendu. Une semaine avant celle-ci, un membre de la commission électorale indépendante a été assassiné, dans des circonstances assez mystérieuses, et c'est d'autant plus problématique que c'était celui qui avait la charge du décomptage électronique des voix. À partir de ce moment, l'opposition a annoncé que Uhuru Kenyatta tentait de corrompre ces élections. Ces élections ont rappelé parmi la population les élections générales de 2007, où la contestation de Raila Odinga, qui avait alors perdu ses élections, déboucha sur des tensions ethniques entre les Kikuyu et les Kalenjin. Ces conflits ont fait 1200 morts et des milliers de réfugiés dans ce pays qui est l'un des plus développés du continent. Après plusieurs jours de tensions dans l'attente des résultats, ceux-ci donnent le président sortant Uhuru Kenyatta gagnant avec 54% des voix. Selon les observateurs internationaux présents, l'Union africaine et l'Union européenne, ces élections se sont déroulées sans tentative de fraude. Malgré cela, Raila Odinga et son parti, la Super Alliance nationale, refusent de reconnaître ces résultats et déclarent Raila Odinga vainqueur selon des sources secrètes. Refusant le recours à la justice, car selon lui cela ne mènerait à rien, Raila Odinga a alors appelé le peuple à se lever pour reprendre son droit. Des manifestations ont alors eu lieu dans les bidonvilles de la capitale, Nairobi, en réponse desquelles la police a parfois tiré à balles réelles. Ces différentes manifestations ont donné lieu à un total de 17 morts et de 20 blessés. Finalement, après quelques jours, Raila Odinga change de position et annonce qu'il saisira la Cour suprême pour contester les résultats. Les magasins de Nairobi commencent timidement à réouvrir, tandis que le spectre d'un conflit ethnique s'éloigne. L'ONU, traitant le 7 août dernier le sujet de la Centrafrique, a annoncé que l'on trouvait dans ce pays des signes avant-coureurs de génocide. Aujourd'hui, en Centrafrique, 500 000 personnes sont déplacées, pendant que la moitié de ce pays de 4,5 millions d'habitants a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Au vu de cette situation, un rappel sur le conflit s'impose. En 2013, le général Bozizé, arrivé au pouvoir par un coup d'État, est à son tour renversé par une milice, principalement musulmane, appelée la Seleka. Dès son arrivée au pouvoir, cette milice commet de nombreuses exactions contre les civils. Pour lutter contre cela, des paysans forment une nouvelle milice. C'est ainsi qu'est née la milice anti-Balaka, principalement chrétienne. Les affrontements entre ces deux milices s'enchaînent alors, avec une tendance très marquée à tuer les civils, et ce, en fonction de leur appartenance religieuse. Même la dissolution de la milice par le pouvoir centrafricain n'a rien changé. Dans ce conflit, certaines ethnies sont très touchées, comme par exemple les Peuls musulmans, par les anti-Balaka.
Un événement assez médiatisé a rappelé récemment l'horreur du conflit. À l'église catholique de Bangassou, 2000 musulmans se sont réfugiés. Mais ils vivent dans la crainte constante car les anti-Balaka entourent l'église constamment. Le père de l'église, très présent sur les réseaux sociaux, témoigne régulièrement de l'horreur de la situation. Une situation globalement telle que le gouvernement de Faustin Archange Touadéra n'a aucun pouvoir sur l'ensemble du pays. Même les forces de l'ONU sont impuissantes face aux milices et se voient régulièrement attaquées. De plus, récemment, l'Ouganda vient de retirer ses 2500 hommes qui se trouvaient en Centrafrique pour lutter contre le mouvement terroriste chrétien l'Armée de résistance du Seigneur, et dont l'absence risque d'apporter encore plus d'instabilité. Dans la nuit du 13 au 14 août, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une attaque terroriste a eu lieu. Des hommes armés de Kalachnikov ont tiré puis se sont retranchés dans un restaurant-bar de la capitale. Cet attentat a en tout tué 18 personnes. Il s'est déroulé dans la même rue que celui qui avait eu lieu en janvier 2016 et qui avait fait en tout 30 morts. Voisins du Mali et du Niger, donc deux pays extrêmement touchés par le terrorisme islamiste, le pays des hommes intègres n'est malheureusement pas adapté à subir ce genre d'attaque. En effet, le dictateur burkinabé Blaise Compaoré avait signé en cachette des pactes de non-agression avec les différents groupes terroristes en échange d'un libre passage et d'un pays de refuge pour les trafiquants en tout genre, qui sont l'économie de base des groupes islamistes de la région. Mais la destitution de Blaise Compaoré en 2014 laisse le pays sans défense. L'une des meilleures preuves de cette vulnérabilité est que ce pays du G5 Sahel, donc engagé contre le terrorisme, ne possède justement aucune unité antiterroriste. Les différentes ONG humanitaires s'alarment. En effet, la question des migrants en mer en Afrique du Nord devient une affaire de plus en plus complexe. Tout d'abord, au large de la Tunisie, c'est le Cestar qui risque, selon les ONG, de gêner leur travail. En effet, ce bateau, affrété par des militants de l'extrême droite et qui a pour but d'empêcher les migrants de venir en Europe, n'a, selon les ONG, absolument rien de professionnel et risque d'être dangereux pour les migrants. Mais de toute façon, celui-ci reste bloqué en mer car aucun port tunisien n'a accepté de l'accueillir afin qu'il puisse se ravitailler. Mais malheureusement, les problèmes ne s'arrêtent pas là pour les ONG. En Libye, le gouvernement a exprimé son souhait de rétablir sa souveraineté dans son espace maritime. De par cette décision, les ONG ne sont plus autorisées à s'approcher des côtes libyennes à moins de 360 km. Les ONG ont déclaré cette décision absurde car c'est une zone immense où les migrants peuvent facilement faire naufrage. En Mauritanie, les résultats du référendum du 4 août dernier sont enfin tombés. C'est donc avec un taux de participation de 54% que le oui l'emporte, avec 85% des suffrages. Il y a donc, à la suite de ce référendum, deux modifications importantes. La première est la suppression du Sénat, qui a eu lieu le 15 août dernier. Cette institution sera remplacée par des autorités régionales. La deuxième mesure est un changement du drapeau. L'ajout des deux bandes rouges est censé symboliser le sang des martyrs sous la colonisation française. Mais cela reste un référendum extrêmement controversé. En effet, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a utilisé le référendum parce que le Sénat a refusé sa propre suppression. La majorité des sénateurs a d'ailleurs manifesté à la suite de ces résultats. L'un d'entre eux, Mohamed Ould Ghadé, a même été arrêté. Et c'est pour cela que le référendum est controversé. Ce jeu avec les modalités de la Constitution pour modifier celle-ci fait craindre à l'opposition que le président essaye plus tard de modifier la limite des mandats constitutionnels présidentiels. Bref, de quoi le transformer en dictateur. Des nouvelles malheureuses qui nous viennent du Sierra Leone où, suite à des fortes pluies, la capitale, Freetown, de 1,2 million d'habitants, a été touchée par des inondations et des glissements de terrain très importants. Selon les autorités sierra-léonaises, il y aurait plus de 400 morts, dont plus de 100 enfants, et plus de 600 disparus. Il y aurait également plus de 3000 personnes qui ont perdu leur maison dans cette catastrophe naturelle. Et alors que le bilan ne cesse de s'alourdir au fil des jours, le président Ernest Bai Koroma a appelé à l'aide internationale. De leur côté, de nombreux journaux du pays s'insurgent et attribuent ces catastrophes à une mauvaise gestion par les autorités. Au Sierra Leone, l'urbanisation est anarchique et les permis de construire sont donnés sans analyse préalable du sol et de la région, alors que dans d'autres États d'Afrique de l'Ouest, des zones dangereuses sont interdites de construction, comme au Ghana ou au Nigeria. Une négligence de l'État qui, comme le dit le journal The Awareness Times, aura tiré les larmes de nombreux Sierra-Léonais. Enfin, pour finir cette émission, des nouvelles de l'Ouganda qui est un pays qui est réputé pour son accueil des réfugiés. En effet, il en recueille beaucoup des différents pays de la région en proie à des crises humanitaires, telles que la Centrafrique,
la République démocratique du Congo, le Burundi et le Soudan du Sud. C'est d'ailleurs particulièrement de ce dernier, où se déroule la pire crise humanitaire du continent, que viennent la majorité des réfugiés. Le système d'accueil ougandais est simple. La population ougandaise donne un lopin de terre à chaque famille de réfugiés qui vient sur son territoire. En échange de quoi, les ONG s'engagent à mettre en place des infrastructures, telles des écoles ou des hôpitaux. Mais ces derniers temps, malheureusement, l'Ouganda crie à l'aide. Le système donnant-donnant qui a été mis en place est à bout de souffle. Et l'Ouganda ne peut maintenant plus être le seul pays de la région à accueillir les réfugiés. Cette population de 40 millions d'habitants en a déjà accueilli plus de 1 million. C'est maintenant la fin de cette troisième édition, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres éditions et si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire connaître cette émission. Les 2 prochaines semaines ne seront malheureusement pas couvertes par l'émission et nous nous retrouvons donc dans un mois pour la 4e édition. Sur ce, je vous laisse avec l'hymne de la Tanzanie. Mungu ibariki Tanzania, dumisha